Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur la chaîne et c'est un vlog thématique, et ça va être l'inauguration je pense de plusieurs vlogs thématiques. La thématique du jour sera donc la lecture d'auteurs prix Nobel de littérature. J'ignore combien j'en lirai en totalité sur la durée de ce vlog. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà lu et terminé Des souris et des hommes de Steinbeck et c'est Steinbeck qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Il se trouve que Des souris et des hommes a intégré ma palle une multitude de fois durant ma vie, qu'il en est sorti également une multitude de fois puisque je finissais toujours par me convaincre qu'il ne faisait pas partie de mes priorités et que je ne le lirais pas. Et quelle surprise cette semaine lorsque j'ai ressenti un élan presque intuitif, instinctif, de me tourner vers ce roman. Grand bien m'en a pris puisque vraiment Des souris et des hommes est une découverte sensationnelle pour moi. J'étais très réticente au départ concernant le style de Steinbeck qui a un côté je dirais très parlé, donc très oral. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément dans la littérature, mais je dois reconnaître qu'ici la forme, comme dans la plupart des grands récits de toute façon, la forme est véritablement au service du fond. On retrouve ici deux personnages qu'on suit. Faut vraiment savoir que c'est un récit dans lequel il ne se passe pas beaucoup de choses. Je suis désolée, j'ai ma bouillotte ici, hein, si vous voyez, si vous entendez des bruits d'eau, c'est normal. Donc c'est un roman qui va s'inscrire dans une réalité historique qui est celle donc des États-Unis. Dans les années 30, je pense, quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est dans les années 30. Cet ouvrage, il met en scène donc majoritairement deux protagonistes qui sont donc Georges et Lenny. Georges et Lenny sont extrêmement amis. Donc il y a aussi des jeux de langage dans ce titre puisque Lenny va s'appeler Lenny Small alors que c'est un véritable géant. C'est un homme donc très grand, d'une grande force mais qui a beaucoup de mal à la mesurer et à la peser. Il a également très peu de réflexion sur lui-même et sur le monde, une très faible capacité de réflexion et Georges va véritablement l'aider, l'encadrer et je dirais presque qu'il va agir comme un parent avec son enfant à certains moments du récit. Et à d'autres, il va avoir simplement cet aspect extrêmement bienveillant qu'on aimerait que nos amis adoptent simplement en n'importe quelle circonstance. Cette relation entre ces deux hommes, elle est puissante, elle est forte, elle est belle, et elle va reposer sur un rêve commun, le rêve d'investir dans un petit lopin de terre qui contiendrait un petit carré de luzerne qui permettrait à Lenny de nourrir ses petits lapins, mais également d'avoir un chien, d'avoir un lieu de vie à lui, et donc à Georges également. Et finalement, ce rêve, c'est ce qui va sous-tendre un petit peu tout ce roman. On va avoir une construction en miroir qui annonce un petit peu la fin du récit que je ne vous spoilerai pas bien évidemment. Et d'ailleurs je suis désolée, partez du principe, je vais tout faire pour ne pas vous spoiler, mais si vous avez peur qu'éventuellement quelque chose m'échappe dans l'analyse que je vais proposer du roman à partir d'ici, n'hésitez pas à avancer de quelques minutes la vidéo afin que ce ne soit pas le cas. Il se trouve que en ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'il y avait une construction en miroir entre les personnages donc de Georges et Lenny et le personnage de Candy, qui est un homme âgé, qui vit avec un chien très âgé aussi depuis l'enfance donc de cet animal. Il a toujours partagé sa vie avec lui et va arriver un moment, un stade auquel je faillis à tous mes devoirs, autant pour moi. Georges et Lenny donc s'installent dans un ranch et ils vont venir aider donc dans ce ranch à ramasser majoritairement, il me semble que c'est, alors c'est pas du seigle, je ne me souviens plus, mais une céréale. Donc Lenny va être extrêmement performant parce que s'il n'a pas de grande qualité intellectuelle, il a des propriétés physiques qui sont indéniables. Et au sein de ce ranch donc se trouve un homme qui s'appelle Candy. Candy, c'est un homme d'un certain âge qui vit avec un chien. Il vit avec ce chien depuis que le chien est né, tout simplement. Donc il a une relation extrêmement fusionnelle avec cet animal qu'il aime plus que tout et qui le suit partout sans même réfléchir. On a donc cette espèce de construction en miroir, on pourrait dire, entre Georges et Lenny et ce personnage de Candy et son chien. Il s'avère qu'un soir, l'un des compagnons, parce qu'ils sont plusieurs à travailler dans ce ranch, l'un des compagnons de Candy va lui dire qu'il faudrait mettre un terme à la vie de son chien parce que son chien souffre, qu'il est maintenant trop âgé, qu'il se traîne, qu'il a de l'arthrose, qu'il a du mal à marcher, qu'il n'aboie même plus et qu'il dégage une odeur vraiment pestilentielle qui empêche les autres donc de respirer à leur gré et à leur convenance. Ce chien va donc être assassiné
Et finalement, on va voir donc Candy qui va essayer de remonter la pente après la perte de ce compagnon de vie qu'il a véritablement suivi partout. Bref, donc c'est une histoire qui est très humaine, il se passe pas grand chose, et pourtant il y a des morts, il y a beaucoup de morts, on parle beaucoup de la mort des animaux, alors il n'y a pas de description très dérangeante, parce que moi c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup heurté, même s'il y a une scène spécifique qui m'a un petit peu dérangée, dans laquelle Lenny est notamment avec un petit chien, mais... Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que chez Lenny, on n'arrive pas à voir ça comme un acte de violence, on voit ça comme une maladresse, comme une incapacité de percevoir sa propre force. Et c'est vrai qu'on a un attachement pour ce personnage qui est quasiment immédiat et qui, au fil des pages, ne fait que s'accroître. Et on comprend George, on comprend l'investissement de George, on comprend l'énergie que met George et que déploie George dans le fait de conforter Lenny dans ses rêves et de lui laisser, comment dire... entreapercevoir des perspectives de vie qui sont autrement plus enviables que ce qu'il a pu connaître jusque-là. C'est vraiment un roman de l'humanité pour moi, c'est très très humain, c'est ce rapport entre ces hommes qui vivent des situations extrêmement précaires, c'est aussi un portrait des États-Unis à cette époque-là, donc avec des personnes finalement qui sont en situation d'errance et qui n'ont pas de lieu véritable où demeurer ou habiter. Les femmes sont quasiment exclues de ce roman et lorsqu'elles sont représentées, ce n'est clairement pas à leur avantage. Mais quoi qu'il en soit, alors on en a l'impression, tout du moins c'est quand même nettement nuancé par Steinbeck plus loin dans le roman. Quoi qu'il en soit, en tout cas, sachez que voilà, il n'y a pas... C'est un des rares romans dans lequel je peux vous dire il n'y a pas d'histoire d'amour, si ce n'est l'histoire d'amour entre ces deux hommes, qui est un amour fraternel, amical, parental, qui défie certaines lois, mais qui n'est pas une histoire d'amour au sens d'amour passionnel, consommé, etc. etc. En ce qui concerne le style, puisque quand même je pense que ça mérite un petit topo concernant la chose, c'est un langage très oral, comme je vous le disais. Vous avez des phases de description qui sont tout de même très littéraires, en ce sens que, je sais pas, je vais essayer de vous trouver un passage, je pense au début du chapitre final, mais peu importe, hein, c'est juste une description. Vous allez voir qu'en fait Steinbeck propose également une langue très consensuelle, donc ça va être la partie consensuelle. Dans cette fin d'après-midi, l'eau de la Salinas dormait, profonde, tranquille et verte. Déjà le soleil avait quitté la vallée et escaladé les versants de monts... Je suis désolée, j'ai mal à la gorge donc j'ai du mal à lire. Des monts Gabilan, et les sommets étaient tout roses de soleil. Mais près de l'eau dormante, parmi les sycomores madrés, tout se trouvait baigné dans une ombre plaisante. Un serpent d'eau remontait mollement la rivière. Sa tête, comme un petit périscope, tournait de droite et gauche, et il traversa le bassin d'eau dormante dans toute sa longueur pour venir se jeter dans les pattes d'un héron qui guettait immobile là où l'eau n'était pas profonde. Une tête et un bec s'élancèrent sans bruit et saisirent le serpent, et le bec l'avala par la tête tandis que la queue s'agitait éperdue. Bref, donc vous voyez, il y a des descriptions qui sont, je dirais, un petit peu plus classiques en termes de langue, et qui sont très élégantes et très jolies, qui ont un côté très sensoriel aussi, qui est vraiment beau, et qui, je trouve, accentue encore le potentiel de Steinbeck à plonger son lecteur dans un univers tout à fait palpable. Et ensuite, donc, il y a certaines citations que j'ai notées, qui sont donc, encore une fois, dans un langage très oral. Je pense notamment à une citation donc, du personnage de Slim, qui est un des hommes qui travaille donc, dans ce ranch, et qui donc parle du personnage de Lenny. C'est un brave type, dit Slim. Il n'y a pas besoin d'avoir de la cervelle pour être un brave type. Des fois, il me semble que c'est même le contraire. Prends un type qui est vraiment malin, c'est bien rare qu'il soit un bon gars. Voilà, donc par exemple, vous avez ce type d'échanges qui vont être très succincts et avec une langue, donc encore une fois, qui n'est pas correcte d'un point de vue syntaxique, mais qui est très intéressante d'un point de vue de la crédibilité et du réalisme du récit. Je vous donne un autre exemple qui me plaît beaucoup, c'est un des multiples moments où George fait une description de leur future maison à Lenny. Parle-moi de la maison, George, supplia Lenny. Oui, on aurait une petite maison et une chambre pour nous autres, un petit poêle en fonte tout rond, et l'hiver on y entretiendrait le feu. Il n'y aurait pas assez de terre pour qu'on soit obligé de travailler trop fort. 6 à 7 heures par jour, peut-être bien. On n'aurait pas à charger de l'orge 11 heures par jour, donc c'est l'orge. Et quand on planterait une récolte, on serait là pour la récolter. On verrait le résultat de nos plantations. Et des lapins, dit Lenny ardemment. Et c'est moi qui les soignerai. Dis-moi comment que je ferai, George. Bien sûr. Tirer dans le champ de luzerne avec un sac. Tu remplirais le sac et tu l'apporterais dans les cages aux lapins. Et il brouterait, dit Lenny.
Comme ils font, tu sais, je les ai vus. Toutes les 6 semaines à peu près, continua Georges. Il y en aurait qui feraient des petits. Comme ça, on aurait des tas de lapins à manger ou à vendre. Et nous garderions quelques pigeons pour voler autour du moulin, comme il faisait quand j'étais gosse. Fasciné, il regarda le mur au-dessus de la tête de Lenny. Et ça serait à nous, et personne ne pourrait nous foutre dehors. Et si on n'aimait pas un type, on lui dirait fous le camp. Et il faudrait bien qu'il le fasse, nom de Dieu. Et si un ami s'amenait, on aurait un lit de réserve, et on lui dirait « Pourquoi que tu restes pas passer la nuit ?» Et bon Dieu, il le ferait. On aurait un setter et deux ou trois chaque tigré. Mais il faudra que tu fasses attention à ce que ces chats n'attrapent pas les petits lapins. Lenny respirait fortement. Qu'ils essaient de les attraper, les lapins. Je leur casserai leurs reins, nom de Dieu. Je les écrabouillerai à coups de bâton. Il se calma, grognant en dedans, menaçant les chats futurs qui oseraient déranger les futurs lapins. Georges était assis médusé par sa propre vision. Voilà, je vous en lis pas plus parce que je pourrais vous lire plein d'exemples, je l'ai pas mal annoté. C'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé... encore une fois très humain, bouleversant et qui va certainement faire partie de mes meilleures lectures de cette année. Je suis très très contente de m'être lancée dans ce titre-là et d'avoir eu cette impulsion, cet élan qui finalement n'était absolument pas prévu. Maintenant que j'ai terminé de vous parler de celui-ci, dont je ne vous reparlerai pas en point lecture, je le précise, je vais chercher ma prochaine lecture. Et le prochain Nobel que je souhaite lire, c'est donc William Golding avec Sa Majesté des Mouches, qui de même est dans ma palle depuis X temps, et que là aussi je vais dévorer et découvrir par impulsion. J'ai vraiment eu un attrait soudain et que je n'ai pas forcément envie de réfréner pour cet ouvrage-là. Donc je pense que c'est le moment. On va découvrir ça ensemble. Sachez que j'ai également commencé, alors évidemment je pense que ça va être une énième tentative. J'ai créé un cahier dédié. Donc ici j'ai mis que voilà. Donc hier j'ai commencé Des souris et des hommes. Je l'ai également fini hier. Aujourd'hui je commence Sa Majesté des Mouches. Et ce que j'aimerais en fait c'est garder toujours une page sur laquelle je retrouve finalement des ouvrages d'occasion comme ceux-ci qui sont peut-être en très très mauvais état et dans lesquels je peux découper les passages que j'aime et les coller à côté. Voilà, ce serait mon projet à terme, en sachant que je vais beaucoup chercher ça je pense dans les Emmaüs ou dans les boîtes à livres ou dans des endroits où finalement on peut trouver des livres en très très mauvais état, parce que mon objectif n'est pas de priver les autres de la possibilité de lecture d'occasion, mais bel et bien de récupérer donc des passages, des textes de livres qui vont potentiellement être détruits. Bref, en tout cas, voilà, si vous avez d'autres idées peut-être d'où je peux trouver ces livres-là, même si de toute façon je me procure tout d'occasion, donc j'ai plein de pistes de réflexion, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu mon projet actuel. Donc je vais commencer la lecture de Sa Majesté des Mouches. Je ne sais pas si je vous ferai un retour ce soir parce que je commence à être un petit peu fatiguée puisque je suis malade. Et j'ai une autre lecture en cours, mais je vais la laisser de côté parce que je pense que ce n'est tout simplement pas le moment. Et je pense qu'on va faire une petite sélection ensuite de ces prix Nobel que j'ai dans ma pile à lire. Mais j'aimerais vraiment consacrer cette vidéo à des auteurs que je n'ai pas lus. Alors, à mon grand regret, j'avais envie de lire Kafka, là. Mais à mon grand regret, Kafka n'a pas reçu le prix Nobel de littérature. Et comme j'ai eu envie de me donner un thème, restons dans ce thème et lisons donc Sa Majesté des Mouches. Je vous retrouve pour vous parler du second livre que je termine dans cette vidéo. Il s'agit donc de Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui est donc prix Nobel en 1983, donc prix Nobel de littérature évidemment. Donc c'est un ouvrage que j'ai lu en 1 jour et demi approximativement, et donc ma lecture fait suite directe à Des souris et des hommes. Je pense que d'ailleurs ça ne l'a pas aidé, même si j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé le titre intéressant, j'ai trouvé les considérations de l'auteur aussi très intéressantes. On part d'un postulat qui est
je dirais assez nébuleux et obscur, puisqu'on retrouve un groupe d'enfants sur une île. On n'a finalement aucune idée de comment ils ont pu atterrir ici. Tout ce que nous savons, c'est que les adultes ne sont pas là et qu'ils vont devoir apprendre à se gérer. Se gérer en désignant donc un chef, en établissant un certain nombre de rituels, d'habitudes aussi, qui vont venir finalement rythmer la vie de cette micro-société. Bien évidemment, dans cette micro-société vont apparaître certains problèmes. Donc c'est un ouvrage qui permet à l'auteur de faire plusieurs choses, de dénoncer, je dirais, certaines... j'allais dire mais c'est un petit peu ça, certaines inégalités des valeurs et des comportements humains, donc en mettant en avant des qualités telles que l'héroïsme, le sens des priorités, la maturité, l'intelligence, etc. etc. Particulièrement incarné dans deux personnages qui vont être donc Ralph et un jeune garçon qu'on dénommera ici Porcinet tout le long du roman, ce qui est assez déroutant pour nous. Il faut remettre aussi en perspective le fait que ce récit est une histoire initialement dédiée aux enfants, me semble-t-il, ou tout du moins si elle ne l'est pas, pendant longtemps elle a été commercialisée comme telle. En ce qui me concerne, je ne recommanderais pas spécifiquement cette lecture à un public jeune. Je pense que c'est très bien de la lire dans un cadre, je dirais, un petit peu plus éduqué, je dirais, sur la question de la culture littéraire. J'espère que je suis claire, je suis désolée, j'ai mal à la gorge également, donc je manque peut-être un petit peu d'éloquence. Donc ce roman, il va se découper en plusieurs parties, je dirais. On va avoir toute un premier segment qui va vraiment donc établir ce que je vous énonçais avant, donc la partie, je dirais, un petit peu réglementation au sein de l'île. Il va y avoir aussi la phase de l'exploration. Je dirais qu'à ce moment-là, on est un petit peu dans un mimétisme ou une tentative de mimétisme de Robinson Crusoe. Les jeunes garçons, puisque ce ne sont que des garçons, vont prendre un petit peu la découverte de cette île comme un jeu, comme un challenge, et finalement s'aventurer loin et parfois prendre de nombreux risques, jusqu'à finalement donc avoir ce besoin, ce sentiment d'urgence de prévenir les adultes de leur position sur cette île. Si nous nous contentons des informations qui sont données par l'auteur, nous n'avons aucune idée de comment ces enfants sont arrivés là, une fois encore. On nous parle rapidement d'un avion, on sait qu'ils sont dans l'attente d'un bateau, mais quant à où se trouve cette île et de quelle façon ils ont pu une fois de plus échouer dans cet endroit, voilà, ça reste quelque chose de mystérieux. Faut noter que cette île n'est pas non plus un lieu d'hostilité profonde, on y trouve des fruits à profusion, il y a de la végétation, donc la possibilité de bâtir des cabanes, ce que s'empressent de faire les jeunes garçons. Et comme je vous le disais, donc ce qu'on va suivre majoritairement, c'est l'espèce d'évolution de la psychologie des personnages en, je dirais, climat de tension, et de quelle façon vont un petit peu s'entrechoquer les questions de la gestion du pouvoir. Désolée, c'est très entrecoupé parce que je n'arrête pas de tousser. Donc c'était vraiment intéressant. Ça se lit très facilement. Le premier segment se lit très facilement. Le second est un petit peu plus lent, donc c'est le moment où on sent qu'il y a une espèce d'érosion du climat de groupe. Une césure va apparaître qui va être majoritairement liée au fait que les plus petits font des cauchemars qui seraient liés à un prétendu monstre se trouvant sur l'île. Puis le troisième segment marque une franche rupture entre les protagonistes. Ce n'est pas du spoil à proprement parler à mon avis, puisque vous vous doutez bien que les enjeux d'un tel récit ne peuvent reposer que sur la césure momentanée ou permanente du groupe afin de le voir évoluer donc de façon différente et de pouvoir dénoncer ou tout du moins appuyer un propos, en l'occurrence donc le propos de l'auteur, qui va être de dire que les réactions finalement face à ce retour à la nature peuvent être diverses et variées. Il y a des éléments qui sont dramatiques aussi dans ce roman. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'avais pu lire le concernant, à savoir qu'il s'agissait vraiment d'un roman avec une ambiance écrasante. Je ne trouve pas que ce soit le cas. Je trouve en revanche que les descriptions sont très sensorielles, ce qui donne un côté immersif à l'histoire qui n'est pas déplaisant, et je trouve ça très bien qu'on ait finalement un narrateur omniscient, puisque la narration par le biais d'un des personnages nous aurait empêché déjà l'accès aux pensées des autres, mais aussi nous aurait proposé, je pense, compte tenu du fait que ce sont des enfants, des descriptions un petit peu plus sommaires de l'environnement, alors que, à mon sens, ces descriptions servent grandement le récit.
Comme pour des souris et des hommes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une phase un petit peu descriptive et ensuite je vous lirai un passage qui, à mon sens, donc c'est une petite phrase qui, à mon sens, résume extrêmement bien le sens global du récit et ce qu'a voulu faire donc William Golding dans Sa Majesté des Mouches. La première partie que je vais vous lire se trouve donc dans cette espèce de premier segment. Je trouve qu'elle résume bien de quelle façon vont fonctionner les personnages, puisque c'est Ralph qui va donc endosser le rôle du chef. C'est littéralement de cette façon qu'il se fait appeler et qu'il se nomme lui-même. Ces réunions, elles vont se dérouler d'une façon particulière, puisque donc en l'objet d'une conque, les personnages vont pouvoir prendre la parole à un moment donné et la monopoliser tant qu'elle est dans leurs mains, tant qu'elle est en leur possession. Et cette conque est très importante puisque c'est l'objet vraiment qui va venir ouvrir le récit et qui va le clore, comme vous le verrez si vous en faites la lecture. Quand Ralph eut fini ses appels de conque, le plateau s'était garni. Cette réunion ne ressemblait pas à celle du matin. Le soleil d'après-midi avait tourné et la plupart des enfants qui avaient senti trop tard sa brûlure avaient remis les vêtements. La maîtrise, qui formait un groupe beaucoup moins cohérent, s'était débarrassée de l'uniforme. Ralph s'assit sur un tronc tombé, le côté gauche exposé au soleil. À sa droite se trouvait la maîtrise presque au complet. À sa gauche, les plus grands qui s'étaient connus avant l'évacuation. Devant lui, des petits étaient assis en tailleur dans l'herbe. Voilà, donc ça c'est juste pour vous exposer un petit peu de quelle façon se déroulent ces prises de parole, etc. etc. On a très rapidement un basculement, puisque là je suis par exemple page 50 et on sent déjà qu'il y a des espèces de signes je dirais qu'à l'époque on devait attribuer à une forme de société primitive qui sont mises en avant, notamment le fait l'emploi de la danse pour la communication et la verbalisation d'une émotion qui en l'occurrence va être celle soit de la joie, soit de la peur, ici en l'occurrence de la joie. Ensuite on va avoir donc le fait que vous avez le personnage de Porcinet notamment, mais je pense que vous vous en doutez compte tenu de l'appellation qu'on octroie à ce personnage, qui va incarner, je dirais, l'espèce de maillon faible du groupe. Et ce maillon faible, il va véritablement, en théorie, il pourrait se révéler bien plus utile que ce qui se passe. Donc dès le début du livre on a un immense incendie qui va ravager la forêt. Je ne vais peut-être pas vous lire cette description là, même si elle est très très belle. On va avoir aussi donc l'entrée de la violence au sein du groupe, avec notamment la mort d'un premier animal qui va être un cochon que le groupe de chasseurs dans cette espèce de micro-société va donc coincer et attaquer. On a des simulations de scènes de chasse aussi qui sont reprises avec certains individus pour mimer la mise à mort de l'animal. Bref, avant cela, donc au chapitre 3, page 58, j'ai relevé ce passage qui est une description du comportement des chasseurs et plus généralement de la position des enfants sur l'île puisqu'ils sont là depuis un moment maintenant. Jack était courbé en deux, les muscles bandés comme un coureur, le nez touchant presque la terre humide. Les grands troncs drapés de lianes s'estompaient dans une ombre verdâtre très haut au-dessus de sa tête. Le sous-bois l'enserrait de toutes parts. Ici, la piste devenait presque invisible, une brindille cassée et une marque qui ressemblait à l'empreinte d'une moitié de sabot. Il baissa la tête et scruta les indices comme s'il voulait les forcer à parler. Puis, à quatre pattes comme un chien, insensible à l'inconfort de sa position, il progressa de quelques mètres et s'arrêta. La nodosité d'une liane formant arceau, laissant pendre une vrille polie par le passage des cochons sauvages. Jack s'accroupit, le visage à quelques centimètres de cet indice, puis son regard se fixa devant lui, dans la demi-obscurité du sous-bois. Ses cheveux d'un blond roux avaient beaucoup poussé et pris une teinte plus claire. De nombreuses taches de rousseur couvraient son dos nu, où la peau pelait sous les coups de soleil. Il serrait dans sa main droite un épieu d'1,50 m. Il ne portait qu'un short en lambeaux, retenu à la taille par un ceinturon garni d'un coutelas. Il ferma les yeux, leva la tête et les narines palpitantes, aspira doucement l'air chaud pour en tirer une indication. La forêt était aussi immobile que lui. Enfin, il libéra son souffle en un long soupir et rouvrit des yeux très bleus. D'exaspération, il semblait lui sortir de la tête. Il lécha ses lèvres sèches et observa la forêt réticente. Alors il reprit sa marche furtive, les yeux rivés au sol. Le silence de la forêt l'oppressait plus que la chaleur. À cette heure-là, on n'entendait même pas le vrombissement des insectes. Il fallut que Jack fît lever un oiseau multicolore d'un nid rudimentaire en brindilles pour que le silence fût brisé, et l'écho réveillé par un cri strident qui semblait monter de la nuit des temps.
Jack lui-même en fut impressionné, et il en eut le souffle coupé. L'espace d'une seconde, il cessa d'être un chasseur pour devenir une ombre furtive qui se glisse et tel un gorille dans l'épaisse végétation. Mais déjà la piste et la rage du chasseur, bredouille, le reprenaient et il se remit à examiner le sol avidement. Près d'un arbre énorme, au tronc gris, couvert de fleurs pâles, il s'arrêta, ferma les yeux et aspira de nouveau l'air chaud. Cette fois-ci, son souffle se précipita. Le sang déserta brusquement son visage et y revint aussitôt. Il s'accroupit, ombre dans l'ombre de l'arbre, et inspecta la terre labourée par les sabots. Voilà, donc ça c'était une description du personnage de Jack qui incarne vraiment ce retour à la primitivité, voilà, je pense qu'on pourrait dire, ou tout du moins ce qui est conçu comme tel par l'auteur, et qui a ce rôle au sein de la troupe de gardiens, de chefs des chasseurs. C'est en ça qu'on sent qu'il va vraiment y avoir une césure, une séparation du pouvoir qui à un moment donné va pouvoir justement poser problème. J'ai relevé un passage là par exemple, je suis désolée, je vous lis beaucoup de choses, mais j'ai relevé ici un passage par exemple qui à mon sens marque cette espèce de faillite de la valeur de la conque qui marque finalement, qui incarne la civilisation et le dialogue, donc le besoin de dialoguer pour régler les conflits au sein du groupe. Et donc on va avoir un moment dans le texte qui marque véritablement cette rupture avec l'ordre et toute notion de société au sens où on l'entend. Ralph qui dit donc c'est moi qui ai la conque, on n'en a plus besoin. On sait maintenant qui doit parler. À quoi ça a servi quand Simon a parlé, ou Bill, ou Walter? Il est temps que vous sachiez vous taire, et vous laissiez prendre des décisions. Ralph ne pouvait le laisser continuer impunément. Il rougit. Tu n'as pas la conque, dit-il. Assieds-toi. Le visage de Jack blêmit au point que ses taches de rousseur ressortaient en brun. Il se lécha les lèvres sans bouger. Un des exemples des premières confrontations que vous avez... Enfin, il y en a avant ça, mais c'est une des premières véritables confrontations entre Jack et Ralph. Il marque donc ce que j'essayais de vous exposer précédemment, avec quelques difficultés, cette faillite finalement de cette insuffisance du langage, ou tout du moins ce retour en arrière et cette rupture avec le langage. C'est là aussi qu'on voit que ce n'est pas seulement un roman pour enfants, comme on peut le voir parfois sur internet. C'est pas un roman d'apprentissage. C'est pas non plus un roman qui va mettre en avant, je dirais, l'évolution et la structuration de l'identité de l'enfant. Pas du tout, ça fait bien plus penser à une espèce d'expérience, puisque il y a vraiment ce postulat de poser des enfants là qui n'ont pas de passé, ça c'est quelque chose de très surprenant. Ils se rappellent de leur nom certes, mais ils ne parlent jamais de leurs parents, de ce qu'ils pouvaient faire, de leurs habitudes passées, de leurs amis, de leurs passions, de leurs loisirs. Donc c'est comme s'ils étaient finalement vierges de toute connaissance et de toute expérience. On dirait qu'on les retrouve vraiment à l'état de brouillon, et que finalement ils vont devoir se modeler et se construire au sein de donc cette île qui est un lieu hermétique et clos, qui ne peut voir aucune intervention extérieure, et l'objectif va être un petit peu de voir de quelle façon les choses vont se structurer au sein d'un tel lieu, en sachant qu'il n'y a pas donc la pression des adultes, et que nous sommes en présence d'individus prétendument vierge de tout passé, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de parler de ce livre. C'est aussi un petit peu compliqué de véritablement dire que c'est un roman d'aventure. Par exemple, oui, il y a des phases qui font penser au roman d'aventure, il y a des phases qui ont un côté un petit peu initiatique, il y a des phases qui ont un côté presque réalisme magique par moment, et puis derrière il y a tout un côté bien plus, je dirais, politique, sociologique et psychologique, et je pense que c'est le pan dominant de ce roman, et c'est ce qui fait sa particularité. En ce qui me concerne, j'ai bien aimé ma lecture, mais je ne pense pas, je verrai. J'hésite un petit peu à me procurer donc la trilogie de Golding, mais je n'en ferai pas une priorité, qui se nomme donc la trilogie maritime. Donc on compte Rite de passage, Coup de semonce et La cuirasse de feu. Si je me rappelle bien, il me semble qu'il obtient le prix Nobel de littérature lors de la sortie du 3e tome de cette saga, en sachant que le prix Nobel de littérature bien évidemment récompense la totalité de l'œuvre d'un auteur, mais d'un point de vue chronologique en tout cas il me semble que les choses se passent de cette façon. Et je pense que j'en ai terminé pour Sa Majesté des Mouches. J'espère que ce n'était pas trop anarchique et que vous avez pu comprendre
mon propos. J'ai commencé donc Vigdis Lafarouche, qui est donc un ouvrage de Sigrid Undset que j'ai déjà lu avec Jenny, que j'ai vraiment adoré, mais qui fait partie de mes gros coups de cœur. Il y a beaucoup d'écho, je trouve, avec l'histoire de Madame Bovary dans ce titre, et je trouvais ça absolument somptueux. Ici, on est dans quelque chose d'assez différent. On a une héroïne qui n'est absolument pas passive, qui tente vainement de combattre et de survivre dans un monde où l'homme incarne finalement tout ce qui va être dangereux pour elle, mais incarne aussi une certaine forme de rédemption, je dirais, c'est assez particulier. Donc Sigrid Undset, elle va recevoir le prix Nobel de littérature en 1928, avant que j'oublie de vous le dire. Et je suis page 91, en sachant que nous avons donc 179 pages au sein de cet ouvrage. Là où j'en suis et ce qu'on trouve dans le résumé. Donc on suit Vigdis qui a, je crois, 15 ans au moment de l'ouverture du récit. Quand Ljot, donc un marin islandais, me semble-t-il, va tomber éperdument amoureux d'elle. Donc vraiment Vigdis est présentée tout à la fois pour sa beauté, son charme, son intelligence, l'acuité aussi de sa réflexion sur bon nombre de sujets. Et donc Jod, j'espère que je le prononce correctement, va tomber éperdument épris de cette très jeune femme. Et nous allons suivre donc cette histoire sur quelques mois, années, sachant que nous le savons dès le résumé, Vigdis va donc être victime d'un viol, donc le viol de cet homme, donc le Jod. Bien évidemment, compte tenu de la forme du récit, Vigdis tombe enceinte. Et c'est ce qui va un petit peu déclencher, et je dirais enclencher plutôt, l'idée d'une potentielle vengeance de cette femme sur ce qu'a pu lui faire subir cet homme par le biais potentiel de cet enfant. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, sachez que, et je suis vraiment désolée, je spoil peut-être un petit peu dans cette vidéo, mais il est difficile de vous parler de l'intensité et de l'intelligence de ces œuvres sans mentionner des éléments qui sont clés à mon sens. C'est pour cette raison que je le fais. Mais en tout cas, voilà, sachez que je suis donc en lecture de Vigdis Lafarouche et que pour cette vidéo, je me suis procuré La Peste de Camus que je ne retrouve pas. Donc je sais qu'il est en ma possession depuis des années. C'est un des rares ouvrages de Camus que je n'ai pas lu, puisque je le gardais justement dans cette espèce d'attente de... Enfin, je n'ai pas envie de ne plus rien avoir de Camus à disposition, mais je pense que voilà, c'est le moment. Il ira très bien donc dans la thématique de cette vidéo avant que ce vlog sorte, et je vais la tourner donc tout de suite, même si j'espère que ce sera pas trop désagréable, parce qu'entre mon mal de gorge et mon nez bouché, j'imagine que d'un point de vue de l'écoute, ce ne doit pas être le paroxysme du confort auditif pour vous, mais je vais tourner une palle qui va être donc consacrée à ce que je souhaite lire sur cette fin d'année. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, en sachant que ce que j'appelle la fin d'année, ça va s'étendre également sur janvier, puisque certains des titres que je vais vous présenter, donc concernant ce vlog là, le vlog que je suis en train de tourner, bien évidemment donc des prix Nobel, et l'autre partie ce sont les ouvrages que je dois lire pour la Sorbonne. Donc là je vais tourner cette palle là, et ensuite je reprendrai donc ma lecture de Vigdis Lafarouche, que je pense terminer assez rapidement, puisque ça se lit extrêmement vite, c'est écrit très gros. Je fais partie d'ailleurs, dites-moi si vous êtes de cette team là. J'ai des centaines de marque-pages, mais je marque mes pages avec des choses qui vont partir à la poubelle juste après. Donc des tickets de caisse, etc., etc. Bref, les chapitres sont très courts, ils font en moyenne quelque chose comme, bah là vous voyez c'est un chapitre, voilà, vous avez 3 pages, ici vous avez un chapitre entier sur l'équivalent donc d'une page recto verso. Ça se lit extrêmement vite, et très honnêtement je suis surprise du style de Sigrid Undset dans ce livre là, je le trouve vraiment fascinant. Il a quelque chose de chirurgical, de méthodique, il n'y a vraiment aucun mot en trop. Les éléments se passent tellement vite que si vous loupez, je dirais, un mot ou une phrase, ce qui a tendance à m'arriver très souvent, je pense que ça fait partie de ces réflexes de lecture qu'on adopte, de ces mauvais réflexes de lecture qu'on adopte sur du long terme quand on lit très souvent, c'est que parfois mon cerveau, de façon automatique, se dit la fin de cette phrase n'est peut-être pas nécessaire, je ne sais pas vraiment de quelle façon ça procède, ça se...
ça se manifeste puisque ce n'est pas quelque chose que je fais consciemment, mais il arrive que je ne termine pas la phrase que je suis en train de dire. Là par exemple ça m'est arrivé et très honnêtement vous ne pouvez pas louper un seul mot de Vigdis Lafarouche parce que chaque mot est choisi avec exigence et avec minutie, et si vous le loupez, vous loupez je pense, alors c'est pas je pense, vous loupez à coup sûr un élément qui va être réemployé plus tard dans le récit. C'est vraiment, en fait pour moi c'est comment dire, c'est le fusil de chasse de Tchekhov mais poussé à son paroxysme, donc cette fameuse idée que si un élément est amené dans le récit à un moment donné, il faut forcément qu'il y ait une résonance derrière, enfin qu'il y ait une utilité à ça, sinon aucune raison de le mentionner. Là vraiment avec Vigdis Lafarouche vous êtes typiquement dans ce type d'écrit, donc certes ce n'est que 170 pages et c'est à la base pour cette raison que je l'avais choisi aussi pour cette vidéo, mais ce sont 170 pages exigeantes dans lesquelles vous ne devez rater absolument, encore une fois comme je vous le disais, aucun mot ni aucune explication. Je vais tourner la palle dont je vous parlais et certainement 2-3 autres vidéos, notamment un book haul, même si je sens que ça me porte peine tout de suite, mais il faut que je m'y mette parce que je voudrais avancer un petit peu la programmation des vidéos pour les fêtes. Je trouverais ça dommage qu'il n'y ait pas de vidéo sur la chaîne alors que j'ai réussi à être assez rigoureuse cette année tout de même. Rigoureuse en termes, pas sur les vlogs, mais en termes de fréquence de post en tout cas. Et j'ai des grosses vidéos à tourner, pas cette semaine, je le ferai la semaine prochaine je pense, même si nous descendons à Montpellier, à savoir mes meilleures lectures de l'année, qui est la vidéo que je préfère tourner mais qui me demande aussi je pense le plus d'organisation et d'énergie puisque je dois vraiment regarder tout ce que... Chaque fois je me dis mais merci au mois du passé de mettre tous les titres des ouvrages que je lis en barre d'infos, puisque c'est le moment où je vais farfouiller dans toutes mes barres d'informations pour regarder ce que j'ai pu lire, pour ne pas oublier, non pas que j'oublie les livres que j'adore, puisque par extension si je les adore et qu'ils font partie de mes coups de cœur, c'est qu'ils m'ont marqué à un moment donné. Ce qui est plus complexe pour moi c'est de les placer dans une chronologie de lecture, savoir à quel moment j'ai lu quoi, surtout dans mes phases un petit peu je dirais boulimiques, comme c'est le cas actuellement où vraiment je dévore. Vous voyez là j'ai lu donc Des souris et des hommes, Sa Majesté des mouches et la moitié de Vigdis Lafarouche en l'espace de 3 jours parce que je suis malade, je n'ai pas pu aller au travail vendredi, nous sommes dimanche et très honnêtement là je fais de mon mieux pour tourner donc tout de suite, j'ai mon petit chat encore, hein, je suis désolée si vous entendez ronronner. Je fais de mon mieux pour tourner tout de suite pour ne pas prendre trop de retard sur les tournages, mais voilà, je sais déjà que demain ça va être compliqué si je me rends au travail. J'ai fait l'effort de me maquiller aussi pour être présentable et parce que simplement j'en ai marre aussi, je vis extrêmement mal. Je pense comme tout le monde le fait d'être malade, mais pas par rapport à la souffrance etc mais plus par rapport au manque d'énergie. Je ne supporte pas de ne pas pouvoir faire de sport, me promener, aller au travail, remplir mes obligations etc. C'est quelque chose de très frustrant pour moi, donc je suis obligée de me rabattre sur des activités qui sont nettement moins exigeantes d'un point de vue physique et également d'un point de vue intellectuel. Même si évidemment tourner me demande tout de même voilà, de mettre mes idées en place et de structurer ma pensée. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, en tout cas je peux pas m'adonner aux activités que j'aimerais mener à bien, surtout sur les week-ends où j'aime bien profiter quand même. Mais bon, c'est comme ça et j'espère que ça va aller. En tout cas je vais tourner une vidéo, ça c'est sûr, et si je n'arrive pas à tourner la deuxième j'irai me coucher, prendre un ibuprofène et attendre que ma santé se décide à s'améliorer un petit peu. Je vous retrouve plus d'une semaine plus tard, puisque j'ai terminé La Chute de Camus. Alors c'est une lecture que j'ai fait traîner en longueur, non pas par choix mais par nécessité, puisque nous étions dans les 2 semaines avant les vacances de Noël, ce qui implique donc de nombreux conseils de classe et également les rencontres parents-professeurs.
Donc j'ai eu très peu de temps à consacrer à la lecture et il se trouve que je pensais que La Peste serait un livre bien plus immersif, je dirais, peut-être moins analytique que ce qui s'est finalement présenté à moi. Et c'est vrai que bon, je n'étais pas forcément dans l'état d'esprit adéquat à des fins de découverte de ce titre-là, qui m'a, je dois le dire, assez surprise. Non pas que je n'ai pas reconnu ici l'érudition de Camus et tout son travail, je dirais, en amont de recherche scientifique, médicale concernant, et historique également concernant donc les épidémies de peste qui avaient pu avoir lieu sur le continent et ailleurs. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à une présentation, je dirais, tout à la fois aussi chirurgicale par moment, donc avec quelque chose de très froid qui relevait presque de la chronique journalistique, tout en même temps que nous étions donc de la tentative impartiale de point de vue d'un des protagonistes principaux. Je vais essayer de vous expliquer les choses de façon un petit peu plus structurée et claire. Donc tout d'abord, ce roman est paru en 1947 et Camus, donc pour répondre au thème de cette vidéo, obtient le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre en 1957, donc 10 ans après la publication de La Peste. La Peste, c'est donc un roman qui va prendre racine à Oran, qui est donc la ville dans laquelle vit Camus durant une large partie de sa vie. L'idée de ce roman va lui venir lorsqu'il va se retrouver bloqué en France lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et on sent d'ailleurs cette idée de confinement et d'emprisonnement qui va vraiment, je dirais, très lourdement impacter Camus et sa considération, sa vision de la liberté de mouvement, de penser, d'agir, etc., etc. Bref, c'est un roman donc qui va vraiment pouvoir se lire sur plusieurs strates, et je pense que même après 2 ou 3 lectures, on peut encore puiser des choses au sein de ce titre. Il faut également savoir que c'est un roman sur lequel je me suis un petit peu documentée. J'ai notamment entendu Camus en parler, et il fait partie des titres que Camus ne souhaitait pas nécessairement voir publier, puisqu'il le considère comme un ouvrage mauvais, un ouvrage qui n'est pas réussi, un ouvrage dans lequel il écrit mal, ce qui n'est à mon sens pas le cas, voilà. C'est un roman qui est même très bien écrit. Après, bien évidemment, on retrouve ce côté très spécifique à Camus, qui est cette tentative finalement d'import de notions philosophiques, et en l'occurrence de notions absurdes ici, au sein d'un univers littéraire qui met en scène donc des protagonistes au même titre que n'importe quel ouvrage de fiction peut le faire au 19e et au 20e siècle, bref, quelque chose de, je dirais, de très propre au roman, mais c'est déjà quelque chose qu'on a dans L'étranger notamment et dans La Chute. Ce roman, il va s'inscrire dans un cycle qui est le cycle de la révolte, c'est donc le cycle qui vient après le cycle de l'absurde. Il me semble que ce cycle est composé de 3 ouvrages, dont L'homme révolté, et il m'en manque un, je ne me souviens plus, je suis absolument désolée, je vous le mettrai par ici au montage. Et il fait donc suite au cycle de l'absurde. Donc dans le cycle de l'absurde, vous devez avoir L'étranger, La Chute et certainement Le mythe de Sisyphe, mais à vérifier. Quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a cette chronologie, cette maturité, je dirais, dans la pensée philosophique de Camus qui se met en place. En revanche, ce n'est pas un ouvrage que j'ai trouvé divertissant. Donc je ne vous recommanderais pas de vous tourner vers cette œuvre-là si ce que vous cherchez c'est un moment, je dirais, très romanesque, puisqu'il n'a pas ces codes du roman à proprement parler. Après, je pense qu'on pourrait débattre également de la forme romanesque, et qui, bon, connaît une première rupture franche au 19e, fin 19e, puis de nouveau au 20e, et ensuite puis on a l'émergence du nouveau roman. Bref, donc finalement c'est une forme qui se voudrait à l'initiale fixe, mais qui est somme toute en permanence amenée à évoluer, à revoir sa structure, à revoir son code aussi. Il est finalement difficile d'établir, je dirais, des règles, des codes très spécifique à la fomentation d'un roman, mais c'est vrai que pour moi La Peste ne s'inscrit pas tout dans la logique, je dirais, classique que je peux avoir de la perception d'un roman. Donc ici on suit majoritairement le docteur Rieu, bien que plusieurs protagonistes vont également s'illustrer au sein de l'histoire.
La peste frappe Oran tout d'abord dans l'apparition de rats qui vont donc s'insinuer petit à petit dans le quotidien des citadins et qui vont très largement les envahir en un temps finalement record. Cette maladie, elle va très vite impacter l'homme, les hommes, et bien que à l'initiale les protagonistes que nous suivions préfèrent vivre dans le déni, ils vont petit à petit devoir se rendre à l'évidence. La peste est bien de retour, et ici à Oran, je dirais la ville va devoir se refermer, se replier sur elle-même, et on va d'ailleurs évoluer en vase clos dans 90% je dirais de ce récit. La particularité, c'est que Rieux est donc médecin, il a une femme, cette femme elle a dû partir se faire soigner hors de Oran afin d'avoir une assistance, un suivi médical adéquat. Et donc on a finalement ce médecin qui est dans l'incapacité d'aider sa femme et qui donc la voit partir et qui peu de temps après se retrouve donc prisonnier d'Oran. On a donc les considérations des citoyens qui vont évoluer. Donc on va d'abord avoir cette phase, je dirais, un petit peu du déni, de la surprise. On va avoir ensuite la phase de la crainte, de la terreur. Mais chez Camus, il y a quelque chose qui est toujours très positif. C'est finalement le lien que les protagonistes vont réussir à maintenir entre eux. Alors bien évidemment, il y a aussi des personnages qui vont profiter de la situation pour s'enrichir, pour participer à un commerce un petit peu tendancieux, caché, vicieux aussi. On va sentir également, et c'est quelque chose que je ne pensais pas retrouver de façon aussi franche, mais qui revient de façon récurrente et finalement assez peu subtile ici, c'est cette idée vraiment de segmentation des castes, puisqu'on a cette idée que finalement les pauvres souffrent bien plus de cet aspect de confinement que les classes sociales plus aisées. On peut notamment penser à une petite partie du roman dans laquelle les habitants d'Oran célèbrent Noël qui devient finalement une idée abstraite pour les personnes qui n'en ont pas les moyens, mais qui se maintient comme étant une fête, je dirais, traditionnelle et familiale à entretenir pour ceux qui sont bien plus aisés, puisque les denrées, même les plus communes pour nous, deviennent rares, compte tenu du fait que Oran ne peut pas être approvisionné. Donc je dirais que la ville vit dans un premier temps sur ses réserves, ce qui rend la consommation de toute chose bien plus complexe que ce qu'elle pouvait l'être en amont. Voilà. Donc on a vraiment toute une réflexion, je dirais, humaine sur les comportements humains, donc sur la politique. On a tout un petit passage aussi qui a quelque chose d'un petit peu kafkaïen avec cette idée qui, même si elle est survolée, je dirais elle saupoudre un petit peu tout le roman. C'est cette interrogation concernant toute la partie administrative, donc finalement les personnes qui vont prendre au départ cette décision de finalement d'enfermer les citoyens d'Oran au sein de leur ville, mais qui par la suite vont prendre des décisions dans l'urgence et sans véritablement prendre conscience ni connaître les potentielles répercussions de leurs actions. Donc voilà, on a beaucoup de choses de ce type-là qui sont mises en avant, qui sont critiquées ou simplement énoncées par Camus. C'était très intéressant, mais comme je vous le dis, je n'ai pas été distraite par ce roman. Alors certainement que je me suis adonnée à des lectures peut-être trop exigeantes ces derniers temps, compte tenu du fait que je suis actuellement en train de reprendre tous les Lagarde et Michard pour finalement refaire un petit peu d'histoire littéraire, mais également pour, comme je vous l'ai dit, pour, je dirais, amorcer une véritable mise en pratique de cette idée de passage de l'agrégation. Donc c'est vrai que j'avais très envie de lire de la littérature du Moyen-Âge, à force de fréquenter donc le Lagarde et Michard du Moyen-Âge. Et la peste ne répond pas à ce code-là, clairement pas. Donc c'était quand même... je suis très très contente de l'avoir lu. C'est vraiment un roman qui me faisait envie depuis des années et que je ne m'étais jamais permise de lire parce que je ne m'octroyais pas le temps nécessaire pour le faire. Et j'espère que cette année qui arrive, donc d'ailleurs je pense que quand vous verrez ce vlog, nous serons en 2025 puisque je vais attaquer le Loup des Steppes, mais je ne pense pas le terminer avant fin 2024, et quand bien même ce serait le cas, je n'aurai jamais le temps de monter cette vidéo. Donc je pense que vous verrez ce vlog là en 2025. J'espère vraiment pouvoir rester sur cette ligne et cette tendance de lire des choses qui me font envie d'une part, mais que je m'étais un petit peu donné l'obligation de découvrir au cours de ma vie.
Je peux donc ranger la chute et comme je vous l'expliquais, le roman qui suivra donc logiquement cette découverte des prix Nobel, c'est Le Loup des Steppes d'Hermann Hesse, qui est donc prix Nobel de littérature en 1946. Le roman est paru en 1927. Voilà. Je vais certainement en commencer la lecture aujourd'hui, bien que je n'en sois pas certaine, puisque nous sommes le 24, qu'il fait déjà nuit, donc que je vais devoir m'adonner à d'autres activités. Mais voilà, sachant en tout cas que je me lancerai très très prochainement. Je suis également censée tourner la vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2024, parce que vous pouvez voir le tas de livrets là prêts à être à être présenté, mais c'est vrai que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, ce qui me frustre un petit peu parce que j'avais prévu de filmer, monter et programmer cette vidéo. Les choses sont ce qu'elles sont, malheureusement je n'ai pas le temps. Bref, je reviendrai vers vous lorsque je me serai lancée dans Le Loup des Steppes, et d'ici là je vous souhaite une bonne soirée, mais de toute façon on se voit tout à l'heure pour vous. Je vous reprends pour clore ce vlog, et clore ce vlog avec mon avis donc sur Le Loup des Steppes d'Hermann Hesse, avis qui va être finalement assez peu étoffé puisque je n'ai pas beaucoup de choses à en dire. Alors mon opinion sera peut-être un petit peu marginale, puisque si j'ai apprécié cette lecture, je ne l'ai pas ressenti comme un phénomène ou comme un bouleversement. Pas du tout, et ce pour une raison assez simple, c'est que même si sa structure est très intéressante, on a des espèces de formes de récits enchâssés, des choses qui se répondent. Je vous exposerai plus en avant le résumé dès que je termine juste ce petit laïus. Je trouve qu'Hermann Hesse prend trop le temps d'expliquer des choses qu'il a déjà expliquées au préalable, et cette redondance crée une espèce de frustration chez le lecteur à mon sens, et une forme d'ennui, et c'est pour moi le problème sous-jacent à cette œuvre, c'est qu'effectivement je me suis ennuyée à plusieurs moments. Je ne dis pas que le propos initial n'est pas intéressant, simplement la manière dont il est abordé est beaucoup trop redondante à mon sens. Donc ici on va suivre un homme qui s'appelle Harry Haller. Donc Harry Haller, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui évolue dans les années 20 et qui finalement peine à donner du sens à son existence, peine à trouver une raison de se lever le matin, peine à se satisfaire du monde qui l'entoure. Il est à un tel degré, je dirais, de rupture entre sa volonté, ses envies, ses besoins et son expérience réelle vécue, qu'il en vient à donner une appellation à ce qu'il appelle un petit peu sa dualité, donc son double, un petit peu l'autre composante de sa personnalité, le loup des steppes. Donc on aurait d'un côté le caractère extrêmement humain de ce Harry, et de l'autre donc l'incarnation du loup des steppes, donc cette espèce d'entité sauvage, indomptable, insatisfaite, puissante, etc., etc. Et aussi inadaptée au monde des hommes, ce qui expliquerait son incapacité à la satisfaction. Donc ça c'est une première partie. Avant cela, au sens de la structure même du récit, vous avez une préface qui est assez surprenante, puisque si vous n'y faites pas attention, vous pouvez penser que la préface est véritablement de l'éditeur durant tout de même quelques pages. Ce qui est intéressant, c'est que cette préface, en réalité, elle est écrite par le neveu de la femme qui va accueillir le loup des steppes. Donc le loup des steppes va louer une espèce de mezzanine dans son logement. Et donc ce neveu va décrire un petit peu donc sa rencontre avec Harry, mais également les conversations qu'ils ont pu avoir, les réflexions qu'Harry pouvait se faire sur le monde, etc., etc. Donc ça c'est une première partie extrêmement brève. Ce qu'on comprend, et je dirais dans la généalogie du récit, on a ensuite les carnets de Harry Haller. Donc ces carnets sont bien évidemment, je dirais, l'équivalent d'un journal intime, le journal intime d'Harry Haller. Donc on a un second récit. Ensuite, on a une troisième partie qui est celle du traité sur le loup des steppes. Donc je suis désolée, je dois un petit peu spoiler, mais donc Harry Haller dans son journal raconte toutes les formes d'ennui qu'il peut ressentir et qui se manifestent en lui. Quand un jour il va donc sortir dans les rues de, je crois que c'est Berlin si je ne me trompe pas, mais je n'en suis pas certaine. Qu'importe la ville, ça n'a pas véritablement d'intérêt finalement. Et au sein donc d'une rue
peu éclairée, je dirais, une rue un petit peu isolée, un espèce de néon va lui apparaître. Donc sur ce néon va être inscrite une chose qui va le capter, à savoir théâtre magique. Donc ce serait l'appellation du théâtre. Donc la première fois qu'il aperçoit ce panneau, il y a donc soirée anarchiste, théâtre magique, tout le monde n'est pas auto et il n'y a pas de suite. Un homme l'interpelle à ce moment-là et cet homme va lui donner quelque chose. Ce quelque chose, c'est le traité du loup des steppes. Le traité du loup des steppes se compose de, donc, je dirais... D'ailleurs, c'est pas je dirais, on va vérifier ensemble. Mais en l'occurrence d'une quarantaine de pages, je ne me rappelais pas que c'était si long, quarantaine de pages qui vont donc expliciter ce que serait potentiellement la figure du loup des steppes, mais aussi une idée philosophique intéressante, mais battue et rebattue déjà à cette époque-là, qui est celle finalement de la multiplicité, je dirais, des entités qui habitent l'individu et qui explicite de façon concrète les différentes réactions, les différents vécus que pourront avoir les protagonistes. Enfin, les personnes d'ailleurs, parce que c'est pas seulement à l'échelle des protagonistes, c'est une véritable théorie philosophique que cherche ici à développer Hermanès. Donc on comprend rapidement que finalement ce traité fait écho à Harry, puisque le personnage présent dans le traité du loup des steppes se nomme également Harry. Ensuite on repasse donc sur le journal d'Harry Haller. Et donc à partir de là, on va suivre une succession d'événements complètement rocambolesques. Donc c'est tout à la fois très contemplatif et en même temps, il y a des phases d'action qui sont, je dirais, de l'ordre d'une course très énergique, très énergique, puisque donc on va, à partir du moment où Harry va rencontrer Hermine, donc quelques jours après la découverte du traité du loup des steppes, tout va basculer dans sa vie. Il va notamment apprendre à danser, il va se laisser aller à ses années folles et à ses balles qui finalement l'entraînent, je dirais, sur des chemins d'occupation et qui pallient un petit peu à son ennui. Bon, alors on retrouve toute cette idée de l'incapacité de l'homme à être face à lui-même et à ne rien faire, comme c'est exposé par exemple chez Pascal, même si ici les auteurs qui sont majoritairement cités ce sont Goethe, Dostoïevski. Goethe et Dostoïevski majoritairement parce que Harry Haller voue un véritable culte à Goethe, et on comprend pourquoi. C'est que véritablement il y a une posture, je dirais, de romantique blasé de la part d'Harry. Plus on avance dans le texte, plus on comprend qu'il y a quelque chose d'autobiographique de la part donc d'Hermanès, qui véritablement va, par le biais de ce personnage de Harry Haller, partager, je dirais, sa vision de l'existence. D'autant que, voilà, bon nombre d'événements, certes, sont, relèvent par moments du réalisme magique, même si je n'aime pas cette terminologie et que je ne la pense pas très adaptée ici, mais l'apparition par exemple de ce théâtre magique dans lequel Harry Haller va se rendre et dans lequel il va vivre des expériences qui finalement sont en rupture avec la réalité, ou tout du moins en rupture avec la réalité qu'il vivait jusque-là. On a finalement un petit peu du mal à comprendre si les expériences qu'il fait sont des expériences matérielles et palpables, ou bien si ce sont des expériences de la pensée et de l'esprit. C'est assez particulier. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs rythmes, il y a des faux départs aussi dans ce roman. Il y a une structure du récit qui est très intéressante et qui vraiment, à mon sens, est très intelligente aussi. Le propos de fond est également très riche, mais ce n'est pas forcément un ouvrage qui a su me convaincre comme je pensais qu'il pourrait le faire, même si, très honnêtement, l'érudition de la plume d'Hermanès m'a donné envie de découvrir donc le titre qui se trouve dans ma palle encore aujourd'hui, qui est donc Narcisse et Goldmund, et il me semble que j'en ai un second. Pas, je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, je poursuivrai ma découverte d'Hermanès, mais je n'en fais pas une priorité pour l'instant. Très honnêtement, c'est un petit peu trop contemplatif pour moi, mais pas dans le bon sens du terme. Ce n'est pas forcément une époque qui me parle non plus. On est vraiment dans les espèces de prémices de l'absurde. Il y a des choses par contre qui m'ont fait penser à Bulgakov, au Maître et Marguerite, notamment l'apparition donc de ce théâtre et les expériences un petit peu de pensée que va faire Harry Haller. Mais voilà, c'était beaucoup moins assumé, je dirais, que ce que ça allait chez Bulgakov. Puis de toute façon, la thématique n'est pas du tout la même, même si on retrouve cette figure de Goethe avec cette idée d'une entité
pas d'une entité démoniaque parce que c'est pas tout à fait ça, mais bref, on retrouve les codes classiques présents dans les romans de Goethe, j'ai du mal à m'exprimer. Ce ne sont pas les mêmes finalement qui sont soulignés, voilà. On parle beaucoup de Mozart aussi dans cet ouvrage-là, mais finalement on parle beaucoup de toutes les figures emblématiques et érudites des différents arts, voilà. Voilà, c'était mon avis sur le loup des steppes. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il n'était pas trop long non plus, puisque là je suis déjà à 10 minutes sur ce titre-là. J'en ai déjà entamé un second, donc si ça vous a plu, sachez qu'il y aura un autre sur la chaîne. J'ai encore prévu de lire 5 livres pour l'instant. Si ça peut vous intéresser, sachez que j'ai déjà lu Les Belles Endormies de Kawabata et que je viens de terminer L'Abattoir de verre, qui était une lecture très surprenante. Donc je pense que je vous ai tout dit pour ce vlog là. Je vous remercie d'être resté jusque là. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.